Le ciel est plein de mystères. À travers toute l'Europe et depuis des décennies, des organismes gouvernementaux enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés. C'est un sujet qui passionne les gens. Beaucoup de personnes cherchent à savoir la vérité. Pour la première fois, nous avons rassemblé les signalements et témoignages recueillis sur tout le continent. Il vient du sud, il se dirige sur nous. Cet incident a marqué ma mémoire au fer rouge. Je ne pourrai jamais l'oublier. Selon certains experts, il y a des explications rationnelles. Même les ufologues les plus consciencieux peuvent être victimes d'un canular bien ficelé. Mais certains événements défient tout entendement. Ce phénomène non identifié était et reste inexpliqué. Sommes-nous en présence de visiteurs d'un autre monde ou de phénomènes naturels? Nos gouvernements européens en savent-ils plus que ce qu'ils affirment? Les réponses se trouvent peut-être dans les dossiers secrets des ovnis d'Europe. Rendlesham, Angleterre, 26 décembre 1980. Des événements étranges surviennent sur une base militaire américaine hautement sécurisée. Un objet inconnu détecté par radar. De mystérieuses lumières dans la forêt. Et l'étrange expérience vécue par 2 gardes de l'Air Force. Nous sommes tombés sur une clairière où il y avait une lumière vive. Toute la forêt s'est illuminée d'un coup. On s'est jeté au sol. On a cru que c'était une explosion. L'incident de la forêt de Rendlesham est un cas de phénomène non identifié des plus troublants. C'est sans conteste l'apparition d'un ovni la plus intrigante qui ait eu lieu en Angleterre. Rendlesham est devenu le Roswell britannique. 30 ans ont passé. De nouvelles preuves vont permettre de rouvrir le dossier. Le contrôleur aérien Nigel Kerr révèle avoir détecté un objet inconnu sur son radar cette fameuse nuit. J'ai vu quelque chose. À Bentwaters, on m'a dit avoir également vu quelque chose. Que s'est-il vraiment passé à cet endroit? La base militaire américaine de Bentwaters. Le jour va bientôt se lever. Les gardes de l'Air Force John Burroughs et Jim Penniston voient une étrange lumière au-dessus de la forêt. On aurait presque dit des décorations de Noël avec des lumières de différentes couleurs. Craignant qu'un avion ne se soit écrasé, ils se rendent sur les lieux. On a décidé d'ouvrir la barrière et d'aller voir ce que cela pouvait bien être. En nous enfonçant dans les bois, on a eu du mal à trouver d'où cela venait. Alors qu'on pensait s'en approcher, on se rendait soudain compte que ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait rien. Puis nous sommes tombés sur une clairière où il y avait une vive lumière. Toute la forêt s'est illuminée d'un coup. On s'est jeté au sol. On a cru que c'était une explosion. On a compris que ce n'était pas un avion qui s'était écrasé. Nous étions face à une situation inconnue, une menace potentielle pour notre sécurité. Le mystère ne fait que s'épaissir. Quand je me suis relevé, la lumière s'est dissipée et un engin triangulaire est apparu. Jim prend des notes. J'ai noté un maximum de détails, à savoir la taille de l'engin et son aspect, noir, brillant, lisse comme du verre. Puis, il s'est allumé et s'est élevé au-dessus du sol. La lumière affaiblit et l'engin s'est élevé au-dessus des arbres avant de filer vers la côte. Une fois qu'on en a perdu toute trace, on a appelé la base et on a reçu l'ordre de rentrer.
La fiabilité du témoignage de Jim et John a fait l'objet d'un débat houleux. Nick Pope dirigeait le bureau des ovnis au ministère de la Défense britannique dans les années 1990. Pour lui, les antécédents professionnels des deux témoins plaident en leur faveur. Dans la plupart des cas de signalement d'OVNI, il s'agit d'une erreur d'identification d'un phénomène tout à fait ordinaire. Mais quand des soldats hautement entraînés de l'Air Force vous disent qu'ils ont vu un OVNI, soit ils mentent, soit ils hallucinent, soit ce qu'ils ont vu s'est véritablement passé. Tout le monde ne partage pas cet avis. Il y a des incohérences entre les deux témoignages. Seul Jim affirme avoir vu l'objet posé au sol. Le journaliste d'investigation Dave Clark pense qu'il pourrait y avoir une explication plus rationnelle. Essayons de nous en tenir aux faits. On a un groupe de soldats américains, tard le soir, pendant les vacances de Noël, qui signalent avoir vu de mystérieuses lumières dans la forêt. Sans aucun doute, ces deux hommes ont vu quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne pouvaient expliquer. Mais beaucoup de signalements d'OVNI, quand on y regarde de plus près, sont des phénomènes tout à fait ordinaires observés dans des circonstances extraordinaires. Plus tard ce matin-là, la sécurité de Bentwaters appelle la police. La police de Suffolk enregistre l'appel. Nous avons reçu un appel des forces de l'ordre de Bentwaters au sujet d'un signalement d'OVNI la nuit dernière. Un agent de police se rend sur les lieux où l'OVNI se serait posé. Au sol, il découvre des traces superficielles. Il y avait 3 traces qui ne correspondaient à aucune empreinte connue. Les impressions n'étaient pas profondes et auraient pu être faites par des animaux. Avec aussi peu de preuves matérielles, l'enquête tourne court. Mais Jim et John ne sont pas les seuls à avoir vu d'étranges lumières dans le ciel ce soir-là. Plusieurs signalements de lumières éblouissantes aperçues dans le ciel cette même nuit vers 2h50 ont été enregistrés à travers tout le sud-est de l'Angleterre. Selon Nigel Henbest, des événements cosmologiques pourraient expliquer ces phénomènes. La première lumière qui est apparue dans le ciel au-dessus de Rendlesham était sans aucun doute possible un météore. De nombreux astronomes amateurs de l'Association astronomique britannique, qui observent le ciel toutes les nuits, ont vu une étoile filante très brillante traverser l'Angleterre à la même heure exactement. Quand on observe une étoile filante, on a toujours l'impression qu'elle est plus près qu'elle ne l'est vraiment. Quand elle est vraiment très brillante, on appelle ce phénomène un bolide. C'est comme une boule de feu beaucoup plus brillante que n'importe quelle autre étoile. On peut facilement la confondre avec un avion en train de s'écraser. Cela arrive souvent et pas seulement dans le cas de Rendlesham. Ces deux militaires surentraînés ont-ils confondu un bolide avec la chute d'un appareil volant ? Ou quelque chose s'est-il bel et bien posé dans la forêt? Cela pourrait être bien sûr quelque chose qui serait tombé dans la forêt depuis une très haute altitude. Mais il n'y en a aucune trace matérielle. Il n'y a rien, aucun débris que l'on puisse emporter et analyser en laboratoire. L'affaire manque d'éléments concluants. Il n'y a aucune trace matérielle. De nombreuses années ont passé depuis les premières déclarations des témoins. De l'eau a coulé sous les ponts. À chaque fois que ces deux soldats racontent cette histoire, ils l'embellissent un peu plus. Ils font des conférences dessus, apparaissent dans des livres et des articles. Ils font désormais partie de l'industrie des ovnis. « 30 ans plus tard, l'affaire Rendlesham continue de fasciner les amateurs d'ovnis. Leur curiosité gagne un ancien membre du ministère de la Défense britannique, Nick Pope. Il décide de rouvrir l'enquête. Au début des années 90, je travaillais pour le ministère de la Défense. J'étudiais les dossiers d'OVNI.
Et l'incident de Rendlesham soulevait encore de nombreuses questions. C'était une affaire au sujet de laquelle les médias et le public étaient le plus susceptibles de me contacter. C'est ce qui m'a poussé à voir ce que nous avions dans nos archives et à rouvrir l'enquête. Je voulais revoir entièrement le dossier et déterminer si nous avions exploité toutes les pistes. Son intérêt pour cette affaire n'a pas faibli au fil des années. Plusieurs décennies après les événements, sa ténacité a poussé un témoin jusqu'à présent inconnu à se déclarer. Nigel Kerr était devant l'écran de radar ce soir-là. C'est la première fois qu'il paraît en public pour faire part de ce qu'il a vu. On était entre Noël et le jour de l'an, une période vraiment très calme. Vers minuit, on a reçu un appel du poste de commande de Bentwaters. Ils avaient aperçu des lumières très brillantes dans le ciel, entre 500 et 1000 pieds d'altitude. Ils voulaient savoir si on voyait quelque chose sur le radar qui pourrait correspondre à ça. Kerr est chargé de contrôler les mouvements aériens militaires de la région. Son écran de radar n'affiche cependant rien d'inhabituel. Par acquis de conscience, il décide d'accéder aux équipements de détection plus puissants, à savoir le réseau de radar de la Royal Air Force de Neatis Head, le plus performant du Royaume-Uni. Nous sommes passés sur le radar de Neatis Head, qui a détecté quelque chose. Nous avons laissé passer 2 balayages et c'était toujours présent à l'écran. Au 3e balayage, il a disparu. Au 4e, il est réapparu. Et après, nous l'avons perdu. Le ministère de la Défense n'a enregistré aucune activité anormale au cours des fêtes de fin d'année. Mais ces révélations suggèrent qu'un objet inconnu a survolé le ciel du Suffolk cette nuit-là. Le radar peut-il se tromper? Les radars ne sont pas infaillibles. Ce pourraient être des ballons météo qui apparaissent régulièrement sur les écrans radars, ou une volée d'oiseaux. Ils peuvent apparaître sur 1 ou 2 balayages avant de disparaître. Mais dans ce cas particulier, on avait un retour très distinct aux coordonnées fournies par Bentwaters. Ce n'est qu'un an plus tard, quand l'histoire a été relayée dans la presse nationale, que j'ai fait le lien avec ce que Bentwaters nous a demandé de vérifier cette nuit-là. Les observations radar de Kerr donnent du poids aux déclarations de Jim et John. D'autant que l'incident de Rendlesham n'est pas un phénomène isolé. 2 nuits plus tard, les mystérieuses lumières réapparaissent. Il vient du sud, il se dirige sur nous. « 26 décembre 1980. Des soldats de l'US Air Force voient de mystérieuses lumières. L'un d'eux déclarera avoir vu un engin volant atterrir dans la forêt de Rendlesham en Angleterre. Les rumeurs d'une rencontre avec un ovni gagnent leur base militaire hautement sécurisée. Les autorités sont sceptiques, mais 48 heures plus tard, les mystérieuses lumières réapparaissent. On voit des lumières étranges dans le ciel. Ça vient du sud et il se dirige sur nous. Cette fois, le témoin oculaire est un officier supérieur. Le lieutenant-colonel Holt est allé patrouiller dans la forêt pour faire taire ces rumeurs d'ovnis. Au lieu de cela, il a été lui-même témoin du phénomène. Cet incident a marqué ma mémoire au fer rouge. Je ne pourrai jamais l'oublier. Les rapports sur ce qui va suivre divergent. Certains documents suggèrent que le lieutenant-colonel Holt se trompe dans les dates. Or, ce dernier est catégorique. Il se souvient des événements avec la plus grande clarté. Nous étions à un repas de fête de fin d'année. Nous venions de finir le plat principal quand un agent en service est venu. Il a insisté pour parler au commandant et à moi-même en privé. Il était blanc comme un linge. Il a dit « c'est revenu ». Perplexe, nous avons demandé « qu'est-ce qui est revenu ?» L'OVNI, a-t-il répondu. Une chose est sûre. Holt se rend en personne dans la forêt de Rendlesham, déterminé à démystifier cette histoire d'OVNI.
J'étais très sceptique, certain qu'il y avait une explication logique. Quand nous sommes arrivés, il y avait 20 à 30 personnes sur place. Ils avaient vu une zone fortement éclairée où un engin aurait atterri. Holt se dirige jusqu'à l'endroit indiqué, où 48 heures plus tôt, un ovni a également été signalé. J'avais un mini-enregistreur audio. Je l'avais toujours sur moi en service. J'ai donc enregistré les moments qui m'ont semblé opportuns. Les événements sont donc bien documentés. Ces enregistrements sont toujours consultables. À environ 45 mètres du point d'impact initial, si je peux l'appeler ainsi, nous avons trouvé une trace d'explosion. Ou du moins une zone endommagée. En levant les yeux, on voit une trouée dans la frondaison des arbres. Il y a aussi des branches de pin fraîchement cassées au sol, juste en dessous. Des branches qui étaient à 4 ou 6 mètres de haut. L'ufologue Gary Hazeltine est venu à Rendlesham pour enquêter sur les déclarations de Holt. En atterrissant, l'engin a fait une trouée dans les arbres et a arraché plusieurs branches. Les soldats ont également trouvé une zone brûlée au centre du triangle, ce qui pourrait corroborer la thèse d'un décollage à cet endroit au moyen d'un système de propulsion. Tandis que l'équipe explore les environs, une lumière vive et mouvante apparaît à travers les arbres. Ils voient une lumière rouge clignotante qui se déplace. Nous sommes restés bouche bée quelques minutes. Une vive lumière rouge se déplaçait entre les arbres. On aurait dit un œil qui clignait. Nous nous sommes approchés, mais il s'est éloigné de nous. Ils suivent cette étrange lumière et débouchent sur une clairière. Le phénomène non identifié est parfaitement visible. Il y a une sorte de lumière rouge bizarre devant nous. Je distingue une lueur jaune dedans. Elle s'approche. Elle vient vers nous. Ça ne fait aucun doute. C'est bizarre. Soudain, deux lumières apparaissent dans le ciel. À environ 10 degrés au-dessus de l'horizon, vers le nord, il y a deux objets étranges qui virevoltent, avec des lumières rouges dessus. Nous sommes restés là, interdits. Je ne savais pas quoi en penser. Est-ce que cela représentait une menace ou est-ce que c'était une tentative de communication, un signal d'alerte? Puis aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière a disparu. De retour à la base, Holt écrit un rapport et le transmet au commandant en chef en joignant ses enregistrements comme preuve. Le rapport du colonel Holt est la notification officielle des événements au gouvernement britannique. Le colonel Holt est probablement l'un des officiers les plus gradés à avoir officiellement signalé l'observation d'un ovni pendant son service. Son grade de commandant adjoint de la base et son scepticisme premier donnent du crédit à l'affaire. Mais tous les gens présents ce soir-là ne corroborent pas ces déclarations. Le supérieur de Holt, qui était à l'extérieur de la base, n'a vu aucune lumière étrange dans le ciel. D'autres pensent que la source lumineuse est un objet tout ce qu'il y a de plus terre-à-terre, le phare d'Orford Ness. Sur son enregistrement, on entend Holt décrire ce qu'il voit. Il suffit de l'écouter en regardant le phare et tout s'éclaire. Il dit « Le revoilà, il s'éloigne vers la côte ». C'est exactement ce que fait le faisceau lumineux du phare. On dirait qu'il s'éloigne vers la côte, juste sur l'horizon. Il bouge un peu et disparaît pour réapparaître. Orford Ness et son faisceau lumineux d'une intensité de 5 millions de candela se trouvent à 8 km au sud-est de la forêt de Rendlesham. Holt est catégorique, ce n'est pas ce qu'il a vu. Si vous me dites encore que c'est le phare, je ne vous réponds plus. On a vu un objet à tel endroit alors que le phare était à tel autre. On voyait bien le phare.
Il a décrit des objets au nord, plusieurs objets au nord, et des objets au sud. Il a clairement décrit quelque chose qui se déplaçait dans le ciel. Le phare d'Orford Ness est loin de ce côté. Je défie quiconque de me trouver un phare volant. Dans sa déclaration, Holt dit avoir vu d'autres ovnis dans le ciel à ce moment-là. On a aperçu dans le ciel 3 objets ressemblant à des étoiles. 2 objets au nord et 1 au sud. Tous 3 à environ 10 degrés au-dessus de l'horizon. Quelle est la source de ces lumières? Nigel Henbest suggère une explication. En tant qu'astronome, j'aurais envie de dire que ces lumières qui clignotaient comme des étoiles étaient en fait des étoiles. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel, était visible cette nuit-là, à l'endroit exact où la plus vive des lumières a été signalée. Il décrit une lumière clignotante de différentes couleurs, ce qui correspond à la description de Sirius. Selon Henbest, le mouvement décrit dans le rapport de Holt peut également être attribué à Sirius. Il est dit aussi que la lumière descendait graduellement vers l'horizon. Si on vérifie la trajectoire décrite par Sirius ce soir-là, on se rend compte que c'est exactement la même. Pour moi, c'est un rapport très précis sur l'aspect et la trajectoire de Sirius. Environ 20% des observations d'OVNI sont en fait des phénomènes astronomiques. Aujourd'hui encore, l'affaire Rendlesham reste sujette à controverse. Aucune théorie n'explique l'ensemble des événements décrits dans le rapport du lieutenant-colonel Holt. Que ce soit le phare, une étoile très brillante ou autre chose, ce qu'ils ont vu ce soir-là était un objet volant non identifié. Il est certain que Holt et son équipe ont été témoins de quelque chose d'inhabituel qu'ils n'ont pas su expliquer. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu et le ministère de la Défense ne le sait pas non plus. Cet incident était et reste inexpliqué. Venise, 17 août 1936. Le signalement de 3 objets volants non identifiés sème la panique au sein de l'armée de l'air italienne. Deux avions de chasse ont été dépêchés, mais quand ils se sont approchés des engins, dont un très gros de forme allongée et 2 plus petits, ils se sont éloignés à une vitesse incroyable. 60 ans plus tard, de mystérieux documents dévoilent les événements que le gouvernement de l'époque aurait étouffés. Mussolini en personne a donné l'ordre de ne pas en parler. Un groupe de recherche secret est fondé, chapeauté par le dictateur italien. Si ces engins existaient vraiment, on imagine l'intérêt que cela pouvait présenter pour Mussolini. Roberto Pinotti est un ufologue italien de renom. Il dirige le plus grand centre d'ufologie d'Italie. Il a consacré près d'un demi-siècle à étudier les signalements d'OVNI. En 1996, il reçoit un paquet anonyme. À l'intérieur, des documents prétendant être des rapports secrets du gouvernement sur des OVNI. Ces documents sont troublants car ils sont liés à un rapport daté du 22 août 1936 sur une observation faite au-dessus de Mestre, à Venise. Le rapport contient des descriptions détaillées et des croquis d'OVNI. Pinotti et son collègue Alfredo Lissoni pensent que ces documents sont authentiques.
C'était la mi-journée. Il y avait une bonne visibilité. Soudainement, au-dessus de Venise, près de Mestre, est apparu un objet étrange. Une sorte de fusée. Un objet volant en forme de cigare avec un certain nombre de fenêtres. L'appareil qui survole le ciel vénitien est énorme. Les documents rapportent les observations détaillées des témoins. Il y avait plusieurs hublots. 4 au moins étaient visibles le long de l'engin. L'objet a laissé une sorte de fumée dans son sillage. Soudain, l'OVNI s'ouvre à une extrémité et 2 objets plus petits en sortent. Le rapport décrit les 2 objets sortant de l'engin en forme de cigare comme étant des objets métalliques, ayant la silhouette de Saturne avec ses anneaux. Il y a 3 appareils non identifiés dans l'espace aérien italien. L'armée répond rapidement. L'armée de l'air italienne a été alertée et 2 avions de chasse ont été dépêchés pour intercepter cet objet inconnu. À leur approche, l'appareil allongé et les 2 petites sphères se sont éloignés à une vitesse très rapide. Que peuvent bien être ces objets? Les sceptiques pensent qu'il s'agit d'un aéronef mal identifié. En 1936, les Zeppelins sont les moyens de transport aérien transatlantique les plus communs. Les dirigeables comme les Zeppelins ont une forme allongée de cigare et sont équipés de moteurs à combustion générant de la fumée. Lessoni n'est pas convaincu. Les objets observés au-dessus de Venise ne pouvaient pas être des Zeppelins. Les Italiens connaissaient bien ce type d'appareil. De plus, un Zeppelin ne pouvait pas transporter 2 engins plus petits. Quelle que soit la nature de ces objets, ils impressionnent fortement le dictateur fasciste. Il réduit au silence les témoins principaux. Les témoins sont arrêtés par l'OVRA, la police des services secrets de Mussolini. 6 jours plus tard, ils sont transférés à Rome, où ils sont interrogés. Il y a des rapports de leurs déclarations. On leur a ordonné de ne pas divulguer ce qu'ils ont vu, au risque d'être internés en asile psychiatrique. Que craignait vraiment Mussolini? L'ancien membre du ministère de la Défense britannique Nick Pope pense que c'est lié au contexte politique de l'époque. Il faut étudier ces documents relatifs aux ovnis dans leur contexte historique et politique. C'était alors une autre époque. On était en marche vers la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, les sentiments d'affolement, de panique et de paranoïa sont à leur comble. La question est de savoir si cela a un lien avec les signalements d'OVNI et les phénomènes non identifiés en général. Mussolini pensait que ces soi-disant véhicules volants non conventionnels, selon la terminologie employée par les fascistes, étaient peut-être de nouvelles armes mises au point par l'Angleterre, la France ou l'Allemagne. D'après ce que nous savons, il les suspectait d'être de fabrication allemande. Des rumeurs selon lesquelles l'Allemagne a développé de nouvelles technologies révolutionnaires sont répandues dans toute l'Europe. De nombreuses rumeurs ont couru sur le développement de soucoupes volantes par les nazis. On entendait beaucoup parler de soucoupes volantes nazies. Si ces rumeurs étaient vérifiées, on comprend aisément en quoi cela intéressait Mussolini. Si de tels engins représentaient les dernières innovations aérospatiales, alors les ingénieurs italiens n'avaient plus qu'à revoir leur copie. Selon Pinotti, c'était exactement ce qu'essayait de faire Mussolini en créant un groupe de recherche top secret pour étudier ces velivoli non convenzionali, à savoir ces aéronefs non conventionnels.
Ce groupe opérait sous le nom de cabinet RS-33. RS étant les initiales de Ricerche Speciali, recherche spéciale. Les plus grands scientifiques, ingénieurs et astronomes italiens travaillent de concert pour élaborer une nouvelle technologie de vol en s'appuyant sur les descriptions des ovnis observés au-dessus de Venise. Mussolini leur a ordonné de copier ces nouveaux engins. Normalement, les aéroplanes sont de forme allongée avec des ailes de chaque côté. La technologie qu'ils essaient de développer mise au contraire sur des ailes de forme cuboïde ou tournante. En d'autres mots, ils essayaient de mettre au point des avions ronds. Si cela est authentique, les directives du gouvernement italien jettent un éclairage nouveau sur l'histoire des ovnis et en deviennent le premier signalement officiel. Jusqu'à présent, la naissance de l'ufologie est communément datée de la fin des années 1940, avec des événements comme ceux de Roswell. Les dossiers d'OVNI datant de l'ère de Mussolini sont très intéressants. Car s'ils s'avèrent authentiques, cela réécrirait toute l'histoire moderne des phénomènes ufologiques. Les premiers signalements de soucoupes volantes ne remontaient jusqu'à présent qu'en 1947. Si on apprend de sources sûres que Mussolini s'y intéressait déjà dans les années 30, cela revisiterait toute l'histoire des ovnis. C'est une histoire extraordinaire. Est-elle seulement vraie? L'auteur et ufologue britannique Mark Pilkington est venu enquêter à Venise. Derrière moi se trouve Mestre, au nord. Selon les documents de Pinotti, c'est ici que l'OVNI a été signalé. À cette époque, Mestre était une localité résidentielle très calme. Pilkington a bien étudié les documents rapportant les événements qui seraient survenus en 1936. J'ai avec moi les copies des documents originaux de Pinotti pour essayer de voir sur place ce qui est écrit. Le problème, c'est que je m'arrête aux documents eux-mêmes. Je ne suis pas convaincu de leur authenticité. Même les ufologues les plus consciencieux peuvent être victimes d'un canular bien ficelé. Cette éventualité n'a cependant pas échappé à Pinotti et Lissoni. Quand nous avons reçu ces documents en 1996, nous avons tout de suite pensé à un canular. Mais par curiosité, nous avons procédé à une vérification. Nous les avons fait authentifier par un laboratoire. Le papier a été analysé et les résultats des analyses ont prouvé que tout était authentique. Pour Pilkington, il reste des questions en suspens. Ce qui éveille le plus mes soupçons, c'est le contexte et la façon dont ils ont été reçus. C'était un dépôt anonyme, ce qui veut dire que Pinotti n'a aucun moyen de vérifier ses sources. Et ce que je trouve le plus significatif, c'est le moment choisi pour dévoiler ces documents, à savoir en 1996. C'est précisément à cette époque que les ovnis connaissent un regain d'intérêt, après être tombés en désuétude pendant une vingtaine d'années. Puis, il y a eu le succès de la série X-Files et la soi-disant autopsie de l'extraterrestre de Roswell. À travers le monde entier, les gens s'intéressaient aux ovnis. Certains en ont profité pour se faire beaucoup d'argent. Aucune référence au signalement de l'OVNI au-dessus de Mestre ou à un groupe de recherche secret n'a été trouvée dans les archives italiennes et internationales. Toute l'affaire repose sur la validité des documents remis anonymement à Pinotti. Pinotti est absolument convaincu de leur authenticité et affirme les avoir fait vérifier par un spécialiste des archives qui aurait confirmé leur datation. Mais il est loin de faire l'unanimité dans la communauté des ufologues italiens.
Pilkington est d'autant plus sceptique que Pinotti est peu disposé à soumettre les documents à de nouvelles analyses. Des documents susceptibles de réécrire l'histoire devraient être examinés par plusieurs analystes indépendants et non par une seule personne. Il y a une grande controverse à ce sujet. Si c'est un canular, il est très élaboré et extrêmement bien ficelé. Ce que j'en pense, je n'arrive pas à trancher. Toute cette affaire est très excitante. L'idée d'un groupe de recherche clandestin sur les ovnis créé par Mussolini titille tout de suite notre imaginaire. Cela ferait d'ailleurs un super film de science-fiction, un de ceux que j'irais volontiers voir. Mais tout tend à affirmer qu'il ne s'agit en fait que d'une mystification très bien élaborée. En plein cœur de la Suède, le 15 septembre 1952. À 23h30, un jeune homme et sa mère voient deux ovnis dans le ciel. Suite à leur signalement, le ministère de la Défense suédois mène une enquête complète. Cette affaire deviendra la plus célèbre de toute l'histoire de l'ufologie du pays. Klaus Svan est journaliste et président de l'AFU, qui rassemble les archives d'ufologie les plus conséquentes du monde. Il a consacré de nombreuses années à étudier les documents émis par le gouvernement suédois. La photo prise par Nils Frost dans les environs de Mora est probablement la photo d'OVNI la plus étudiée de Suède. Elle est d'autant plus intéressante que les militaires n'ont pas réussi à identifier ce que c'était. Nils Frost, 20 ans, rentre chez lui après être allé rendre visite à sa petite amie. Il est arrivé devant la maison. Sa mère dormait déjà. Au moment d'entrer, il a aperçu des lumières étranges au-dessus de l'horizon au nord, nord-est. Il n'arrivait pas à savoir ce que c'était. Stupéfait par ce qu'il voit, il se précipite à l'intérieur, réveille sa mère et la presse d'aller voir ce qui se passe. Ils se sont tenus sur le pas de la porte pour regarder cette lumière se déplacer lentement dans le ciel. Puis ils ont vu une deuxième lumière plus petite venir à la suite de la première. Nils a déclaré qu'elle faisait environ 15 cm de diamètre. D'après l'angle et la distance au loin, ce devait être quelque chose de très gros. Il illuminait les nuages. Ce devait être une source de lumière très puissante. Cet incident n'aurait certainement pas été pris au sérieux par les autorités si Nils n'avait pas eu la présence d'esprit de prendre des photos. Il a pris 2 photos de cette mystérieuse lumière. Et on voit ici un peu plus bas une deuxième lumière plus petite. Sur ce cliché, on voit bien la ligne des arbres. L'objet se trouve juste au-dessus. Ces photos ont déconcerté les chercheurs plusieurs décennies durant. Eva Bernhardsdotter est chercheuse à l'agence suédoise de défense. Elle sait que l'armée a pris cette affaire très au sérieux. Les forces armées suédoises ont contacté un certain nombre de personnes pour essayer d'identifier la source de ce phénomène. Des scientifiques de renom ont examiné ces photos et ont déclaré qu'il était impossible d'identifier la source de cette lumière. La plus grosse devait être très intense, beaucoup plus intense que la lumière de la Lune. Elle a même probablement endommagé la pellicule. Ils ont examiné le négatif. En son centre, il y a eu une telle surexposition que la pellicule a presque brûlé.
Mais l'expert en photographie Paul Ellis est sceptique. Il doute que la source lumineuse ait pu détériorer le négatif. Il est très peu probable que cette source de lumière ait pu endommager la pellicule photo. Je suis allé dans le cercle arctique et l'on y voit d'étranges lumières dans le ciel. Pas seulement les lumières du pôle, mais d'autres lumières vraiment inhabituelles. Quelle est donc la nature de cette lumière si vive? Les militaires de l'époque ont un moment pensé qu'il pouvait s'agir de foudre en boule, un phénomène météorologique rarissime. La foudre en boule est un phénomène très mystérieux. De nombreuses personnes, dont des scientifiques, ont signalé en avoir vu, et ce depuis plusieurs siècles. On la décrit comme une lumière très vive, rouge, jaune, bleue ou blanche. Une boule de lumière électrique de quelques centimètres de diamètre à 1 mètre environ. Est-ce ce que Niels Frost a vu? Le ministère de la Défense suédois fait appel à Hannes Alfvén, un physicien qui recevra plus tard un prix Nobel. Le professeur Alfvén a affirmé qu'il ne s'agissait pas du phénomène de foudre en boule. L'armée a donc exclu la thèse de la foudre en boule. Je serais plutôt d'accord avec eux. Ces lumières sont restées trop longtemps dans le ciel et elles ne ressemblaient pas à de la foudre en boule. Voici la conclusion du professeur Alfvén. Ce phénomène lumineux ne ressemble à rien de ce que nous avons vu ou expérimenté jusqu'à présent. Les enquêteurs vont alors porter leur attention sur la fiabilité du témoin. Serait-ce un canular? Klaus Svan a interviewé Niels Frost dans les années 1980, juste avant la mort de ce dernier. Niels Frost m'a accordé un entretien en 1987. C'était un homme très doux et très discret. Il ne voulait pas voir son nom dans les journaux. À aucun moment je n'ai pensé que Niels Frost a pu monter un canular. La présence de sa mère au moment des faits complique toute mise en scène. Mais alors, qu'a donc photographié Niels Frost en cette froide nuit de septembre? Une dernière théorie suggère que ces objets n'étaient pas de ce monde. En général, les gens n'ont pas l'habitude de voir les planètes dans le ciel. Si vous n'êtes pas vous-même un astronome et que vous êtes dans un endroit isolé dans la montagne, dans la forêt ou près d'un lac, loin de tout, et que vous apercevez une vive lumière dans le ciel, cela va vous surprendre, parce que vous n'avez pas l'habitude d'observer les planètes. C'est donc normal d'être stupéfait, voire effrayé. Intrigués par le signalement de Frost, des gens se sont demandé s'il ne pouvait pas s'agir d'un alignement de la Lune et de la planète Jupiter. Il y a une explication au fait que les habitants des régions nordiques confondent plus souvent des planètes avec des ovnis que les habitants des régions méridionales. Au nord, les planètes décrivent une trajectoire en bande autour de l'horizon. Plus on va au nord, et plus elles apparaîtront proches de l'horizon. Du coup, les gens les remarquent plus aisément. Très peu de gens lèvent la tête pour regarder le ciel au-dessus d'eux. En revanche, le regard se porte naturellement sur la ligne d'horizon, et c'est à ce moment-là que des lumières vives peuvent être prises pour des ovnis. En 1952, les experts n'en sont pas si sûrs. L'Observatoire de Stockholm a conclu qu'il ne pouvait pas s'agir d'un phénomène astronomique. L'Observatoire a-t-il pu se tromper? Klaus Svan décide de creuser la question. J'ai essayé de prendre du recul. J'ai élargi mes recherches aux jours qui précédaient et qui ont suivi la date du signalement. Il se trouve que la semaine juste avant, on pouvait observer la Lune et Jupiter à cet endroit précis dans le ciel. Les cartes du ciel montrent que 8 jours avant le signalement de Frost, la Lune et Jupiter étaient très clairement visibles bas sur l'horizon. Si l'on compare les photos prises par Niels Frost et la carte du ciel du 7 septembre 1952, on voit qu'il s'agit probablement de la Lune et de Jupiter. Il arrive que les témoins se trompent de date et d'heure. D'après moi, ces photos ont été prises une semaine plus tôt. Niels Frost est pourtant catégorique sur les dates. Le mystère des photos d'ovnis les plus célèbres de Suède n'a toujours pas été résolu. Si les photos datent d'une semaine plus tôt, alors il s'agissait de la Lune et de Jupiter. Si elles ont vraiment été prises le 15 septembre,
Alors je ne sais pas ce que c'est. Ce doit être complètement autre chose.